État d'urgence et couvre-feu général en Tunisie. Les émeutes déclenchées dans le sud ont gagné la capitale. Il y aurait au moins une vingtaine de morts. Libération du pilote américain prisonnier à Damas. La Syrie le rend au candidat démocrate noir à l'élection présidentielle américaine, le révérend Jackson. L'usine Talbot de Poissy, toujours en panne. La CFDT s'oppose à la reprise du travail. Incident à l'usine et devant la mairie de Poissy entre militants CFDT et CGT. Et vogue le navire, c'est le titre du nouveau film de Federico Fellini qui sort demain sur les écrans français. Madame, Monsieur, bonsoir. Au moins 20 morts et des dizaines de blessés. C'est le dernier bilan officieux des troubles graves qui secouent depuis quelques jours la Tunisie et qui ont gagné aujourd'hui la capitale. Après les villes pauvres du sud et du centre-ouest du pays, les émeutes provoquées à l'origine par la hausse des prix du pain et des produits céréaliers, les émeutes ont gagné aujourd'hui Tunis et le centre industriel de Sfax. Le président Bourguiba a décrété cet après-midi l'état d'urgence et un couvre-feu général a été instauré dans tout le pays. La situation sur place avec le correspondant de l'AFP, Jean Raffaelli. Violente à Tunis, qui a été gagnée à son tour par la révolte du pain. La ville ce soir est une ville morte. Trottoirs déserts, chaussées désertes, des chars de l'armée patrouillent dans les rues et l'armée occupe des postes stratégiques en différents points de la capitale et de la petite et grande banlieue. Pendant toute la journée, des émeutes ont ensanglanté cette ville et on ignore le nombre de morts. Un bilan ne peut pas être fait, mais certainement il doit être assez lourd. Dans le même temps, des nouvelles assez mauvaises provenaient de l'intérieur du pays, où les émeutes avaient repris, notamment à Gafsa et à Sfax, ainsi qu'à Gabès, pour gagner l'importante ville du Kef, près de la frontière algérienne. À Tunis même, ville morte ce soir, le président Bourguiba l'a regagné. Il était parti ce matin à Monastir, son village natal, pour préparer les festivités du cinquantenaire du parti au pouvoir, le PSD, le Parti socialiste destourien. Il a regagné ce soir Tunis et immédiatement, il a signé un décret décrétant l'état d'urgence sur tout le territoire tunisien et instaurant un couvre-feu de 6 heures du soir à 5 heures du matin. La révolte du pain prend donc maintenant l'ampleur et l'allure d'une contestation organisée de l'ordre établi et de la politique suivie par le président Bourguiba et son Premier ministre. Si certains encouragements extérieurs, surtout libyens, ne sont pas à négliger, le doublement du prix du pain, de la semoule et de la farine a mis le feu aux poudres. Jean-Marc Ilouz et Gérard Sebag. C'est dans cette région pauvre du sud tunisien qu'ont éclaté certaines des émeutes de la faim. Ici, les dattes sont la seule richesse économique, la seule source d'emploi. Ceux qui ont la chance de travailler sont payés en nature, au 5e de la récolte, mais dépourvus de toute protection sociale. 15 jours de grève pacifique en juillet dernier avec le soutien de l'UGTT, l'unique syndicat tunisien. Enjeu de la grève, les 100 francs de cotisation annuelle à la sécurité sociale que le propriétaire terrien doit théoriquement verser pour chaque saisonnier. Il faut savoir qu'ici, loin des villes, être malade ou avoir un accident du travail coûte plus cher qu'ailleurs. Ce métayer explique qu'en cas d'accident, le contrat qui le lie à son employeur l'oblige à rémunérer lui-même la personne qui le remplacera. Évidemment, pour se soigner, à lui de se débrouiller pour payer les soins. Pratique féodale et pourtant système fort répandu dans ces régions déshéritées du centre et du sud, loin des terres riches du nord et de l'est, longtemps seuls bénéficiaires des gros investissements. Les brusques hausses de denrées alimentaires de base sont venues donc ajouter un mécontentement latent. Et cela au moment même où l'économie tunisienne doit faire face à une mévente de son pétrole comme de ses dattes, sans parler d'un tourisme qui stagne et d'une mauvaise récolte de céréales. Mais, vu du sud tunisien, seul compte le prix du pain, son doublement aura provoqué une explosion de colère qui menace désormais l'avenir politique du Premier ministre tunisien Mohamed Mzali. Sportif, dynamique, c'est l'image que tient à donner le Premier ministre tunisien M. Mzali.
Dans la situation actuelle, il va en avoir bien besoin pour redresser une situation qui, en 48 heures, s'est profondément dégradée. Le voici face à sa première grande épreuve. Sorti des rangs du parti destourien, il est nommé Premier ministre en 1980. Populiste, avec un brin de démagogie, il essaie de faire l'unité autour de lui. Violemment contesté par l'un des clans proches du président Bourguiba, notamment la propre épouse du chef de l'État tunisien, il est pourtant désigné, il y a quelques mois, comme successeur du président Bourguiba, dont il a la confiance. Mais dans cette épreuve, c'est aussi l'autorité du président Bourguiba qui est ébranlée, un président qui a 80 ans est président à vie. Le président Bourguiba a regagné son village natal de Monastir ce soir. Le couvre-feu a donc été instauré jusqu'à demain matin. L'état d'urgence pourrait être prolongé. Nouveau raid israélien aujourd'hui au Liban. L'aviation israélienne a bombardé des positions palestiniennes et chiites dans la montagne libanaise au sud-est de Beyrouth. À Beyrouth, encore un attentat anti-français ce matin. Patricia Coste. Ce matin, c'est le chauffeur du consul de France à Beyrouth qui a reçu froidement une balle dans la tête. Raymond Vauthier attendait le consul au volant d'une voiture diplomatique. Un homme, sur une moto, s'est arrêté à sa hauteur et a tiré sur lui avec un pistolet muni d'un silencieux. Il a ensuite disparu. Ce n'est pas la première fois, loin de là, que la représentation française est visée à Beyrouth, mais depuis un certain temps, c'était surtout les militaires de la force multinationale qui étaient visés. Ce soir, Raymond Vauthier est dans un état critique. La réduction du contingent français participant à la force multinationale ne constitue pas un désengagement du Liban, mais bien une redistribution. C'est ainsi qu'à Paris, les milieux autorisés expliquent l'attribution à la force des Nations Unies au Sud-Liban d'une partie des effectifs français jusqu'ici concentrés à Beyrouth. La France a réaffirmé aujourd'hui à l'intention de Washington son ferme engagement dans la force multinationale et le porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé que les 4 pays participants à la force multinationale n'avaient pas l'intention de quitter le Liban. Pourtant, un pavé dans la mare du Proche-Orient pour le président Reagan. La Syrie a libéré aujourd'hui le pilote américain fait prisonnier il y a un mois lors du raid aérien américain sur les positions syriennes au Liban. Ce pilote américain, un noir, a été remis en pleine forme à un politicien noir américain, candidat démocrate à l'élection présidentielle, le révérend Jackson. Un geste habile et spectaculaire qui permet ainsi au président syrien Assad d'intervenir sur le plan politique américain en se donnant le beau rôle, et ce au moment où le débat politique s'intensifiait aux États-Unis autour de la politique du président Reagan au Proche-Orient. Patrick Clément. Les circonstances de cette libération supposent un bref retour en arrière. Nous sommes le 1er janvier, Jackson a gagné la première partie de son pari, il rit et se montre sur une image diffusée par toutes les télévisions américaines aux côtés du lieutenant Goodman. Sur le plan électoral, c'est très beau. Et puis la suite c'est ce matin, sirène hurlante, voiture de fabrication américaine, mais on est toujours à Damas. Le candidat Jackson est reçu par le ministre des Affaires étrangères syrien. Il y a de la libération dans l'air, elle est imminente. Car les Syriens ont demandé à Jackson de prolonger son séjour de 24 heures. Et dans le même temps, Goodman arrive à l'extérieur du ministère. Le voici, il est libre. Les Syriens déclarent « Nous avons décidé de le libérer » afin de créer des circonstances qui faciliteraient le retrait des forces américaines du Liban. Sur ce, Jackson retrouve Goodman. Le pari est gagné. Le pasteur triomphe et signe de victoire prend le bras de Goodman pour le lever. Goodman n'en revient pas. Voici donc pour les détails. Mais qui est le plus triomphateur sur le plan international? Certainement Assad, qui reçoit ici le candidat Jackson. Assad, aux yeux de l'opinion internationale et américaine, par le biais de cette libération, change d'image de marque et devient un être humain sensible, compréhensif, responsable, qui n'hésite pas en pleine période de crise à faire un geste spectaculaire sans précédent que les Nord-Vietnamiens eux-mêmes, à leur époque, n'avaient jamais voulu faire. Assad, que l'on disait mourant, il y a quelques semaines, en profite pour se montrer en pleine forme. Mais ceci étant, tout cela n'est pas très positif pour Ronald Reagan et le maintien des Marines au Liban. Ronald Reagan qui ce soir avec ses principaux collaborateurs réexamine sa politique au Liban au moment où grandit l'opposition des milieux politiques contre cette politique.
L'engagement de la France au Liban et au Tchad, la tension internationale, mais aussi les principaux dossiers français ont été évoqués aujourd'hui à l'Élysée, où selon la tradition, tout au long de la journée, le président Mitterrand a reçu les vœux du gouvernement et des différentes institutions de l'État. S'adressant en fin d'après-midi au corps diplomatique, le chef de l'État a rappelé les principes qui guident l'intervention de la France au Tchad et au Liban. Nous n'avons pas un seul soldat hors de nos frontières qui ait d'autre mission que de préserver des vies humaines, que de contribuer à rétablir des équilibres, et si ces pays, par la suite, désirent notre contribution pacifique à leur développement, il leur suffira de nous le demander. Bref, la France déclare à tous ceux qui sont ici, au peuple que vous représentez au travers de vos gouvernements, à tous, sans exception, qu'elle ne se reconnaît comme l'ennemi d'aucun. Peut avoir, en effet, des amitiés privilégiées, et elle en a. Auparavant, en recevant les vœux du gouvernement dans la matinée, puis des corps constitués, des présidents des assemblées, du maire de Paris, de l'armée et des autorités religieuses, M. Mitterrand avait évoqué dans ses réponses la nécessité du rassemblement des Français, au-delà du débat nécessaire à la démocratie. Rassemblement devant les problèmes de l'heure, que ce soit la mutation industrielle, la modernisation de la société, la sécurité ou la paix. Le chef de l'État, d'autre part, fait allusion ce matin à l'actualité, à l'affaire El Ferrap, en évoquant l'autorité de l'État, qui est un principe, à condition que l'État respecte les règles du droit. La France s'honore d'être un État de droit. Le gouvernement comme l'administration n'ont pas à échapper à la loi et au contrôle des juges. Et je pense que loin d'être une faiblesse, cette discipline fonde tout l'équilibre de nos institutions. Étant également bien sûr que les organes juridictionnels s'appliquent à eux-mêmes cette règle. Justement, la Cour des comptes a fait aujourd'hui sa rentrée solennelle, pratiquement à huis clos et à l'ombre des avions renifleurs. La publication hier du rapport de la Cour des comptes par le Premier ministre et la vive offensive politique menée à cette occasion par M. Mauroy contre les anciens dirigeants continue de provoquer de vives réactions dans les milieux politiques. Raymond Barre, qui s'était contenté jusqu'ici d'un simple communiqué le 23 décembre dernier où il dénonçait déjà ce qu'il appelait une opération politique basse et indigne, Raymond Barre passe à la contre-offensive. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, l'ancien Premier ministre, qui estime qu'on lui a tendu un piège qui ne bénéficie pas seulement à la majorité mais aussi en filigrane au RPR, l'ancien Premier ministre donc accuse M. Mauroy d'avoir témoigné d'une grande irresponsabilité, je le cite, en jetant une grande entreprise nationale dans le ridicule et en portant atteinte à l'honorabilité de la Cour des comptes. Ce qui me choque le plus, poursuit M. Barre, c'est que le président de la République, informé depuis 18 mois de l'affaire, ait laissé faire cette opération. Fin de citation. M. Barre estime pour sa part n'avoir fait que son travail de Premier ministre et se dit résolument serein. De son côté, l'ancien ministre de l'Industrie, André Giraud, révèle que le gouvernement actuel a toujours disposé de 2 autres rapports sur l'affaire des avions renifleurs, des rapports établis par les représentants de l'État et du gouvernement au sein du groupe ELF. D'après nos informations, cependant, il ne s'agirait pas de rapports en bonne et due forme, mais de 2 notes manuscrites de 2 feuillets chacun. Fausse alerte en rafale aujourd'hui dans les gares françaises, fausse alerte à la bombe après le double attentat de la Saint-Sylvestre en gare de Marseille, mais aussi à Mulhouse et à Dijon. Dans un message adressé à l'agence France-Presse à Berlin-Ouest, l'organisation de la lutte armée arabe a revendiqué une nouvelle fois les 2 attentats du 31 décembre en les liant implicitement au raid français sur Baalbek au Liban en novembre dernier. Cette organisation, qui n'est pas la seule à revendiquer les attentats, ne s'était pas manifestée en tant que telle depuis le triple meurtre commis à Paris il y a 8 ans par le fameux Carlos. Carlos, qui pour avoir quelque peu disparu de la scène terroriste internationale, n'en reste pas moins l'homme le plus recherché du monde. Bruno Laudreff. Carlos ou Johnny ou Salem, ces 2 autres surnoms, s'appelleraient Vladimir Ilitch Sanchez.
Ici, il se trouve sur l'aéroport d'Alger après la prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne en décembre 1975. Carlos, au début je l'avais pris pour un mafioso italien, a raconté un de ses anciens complices. Puis il m'est apparu comme une sorte de James Bond. Il serait originaire d'une grande famille vénézuélienne, parlerait 6 langues, vivrait dans l'opulence. Il ferait payer très cher ses services de mercenaire. Un homme ou des hommes auxquels on attribue de nombreuses actions. En France, il apparaît pour la première fois en juin 1975 à l'occasion d'une fusillade rue Toulier à Paris. À son domicile, il abat 2 inspecteurs de la DST. C'est la première fois que l'on évoque l'organisation de la lutte armée arabe, celle-là même qui revendique le double attentat de samedi soir. Le 15 août 1975, on évoque le nom de Carlos dans l'attentat du pub Saint-Germain qui fait 2 morts et 33 blessés. Des représailles contre l'État français qui refusait de libérer les membres d'un commando qui avait attaqué l'ambassade de France à La Haye quelques mois plus tôt. Le 29 mars 1982, on voit sa main derrière l'explosion qui tue 5 personnes et fait 27 blessés dans le Capitole. Cet attentat ne sera jamais revendiqué, mais Carlos avait auparavant adressé à Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, un ultimatum authentifié exigeant la libération de Magdalena Kopp et Bruno Breguet sur cette photo, 2 membres de son organisation. Le 27 mars, le délai de l'ultimatum est écoulé. Le 29, le Capitole est plastiqué. Carlos revendique l'attentat contre la Maison de France à Berlin qui fait 1 mort et 23 blessés le 25 août 1983. S'agit-il de Carlos terroriste professionnel ou d'une organisation qui utilise ce nom? La question se pose à nouveau pour les 2 attentats de samedi. La situation est toujours bloquée, tendue et confuse à l'usine Talbot de Poissy. Malgré la volonté de la direction, le travail n'a pas repris aujourd'hui et la journée a été émaillée de nombreux incidents, aussi bien entre grévistes et non-grévistes qu'entre militants de la CFDT et de la CGT. Corinne Pertuis. Vous avez demandé toutes les informations sur les ouvriers. Cet après-midi, il était difficile de tourner à l'intérieur de l'usine. Les esprits étaient échauffés, la journée avait été très dure. La situation devient plus grave. Et ça va être grave de plus. Si ça continue comme ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Dans un premier temps, ce matin, beaucoup de salariés allèrent chercher leur bleu de travail au vestiaire, conformément aux consignes de la CGT. D'autres allèrent même jusqu'à pointer à 7 h exactement, heure de la reprise officielle du travail. C'est alors que la CFDT passa dans les rangs pour appeler à la grève. Enfin, des heurts se produisirent entre ceux qui étaient décidés à travailler et les grévistes, surtout des licenciés. Confusion, flottement, chacun allait de groupe en groupe pour savoir ce qu'il devait faire. Vous êtes prêt à prendre le travail? Oui, j'attends. Bien sûr. Si vont travailler les camarades, je travaille. Moi. Qu'est-ce que vous pensez des syndicats? Les syndicats sont trop de problèmes maintenant. Il y en a qui tirent par là, il y en a qui par là. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire, nous. On est partagés entre 2, quoi. Les grévistes finirent par mettre des chariots élévateurs en bout de chaîne pour empêcher toute reprise de travail. L'affrontement continua entre les 2 syndicats. Le comportement particulier a été celui de la CFDT. Une CFDT totalement irresponsable, jusqu'au boutiste et extrémiste. Rejoignant par son comportement les intérêts objectifs de la direction PSA Talbot. Dans son blocage à toute solution négociée. Je suis désolé si ça ne fait pas plaisir à quelques-uns, mais c'est la vérité et la CGT dira la vérité. La pire méthode à l'heure actuelle, ce sont des polémiques idiotes et stériles. Les attaques entre organisations syndicales ne servent strictement à rien. Qui, conformément au cours d'un rassemblement organisé par la CGT Île-de-France devant la mairie de Poissy, mêmes attaques de Nord Atréel contre la CFDT, même chahut de la CFDT. Une bombe lacrymogène éclata. La CFDT dénonce ce soir les violences qu'elle attribue à la CGT. Elle a décidé de ne pas occuper l'usine cette nuit. La CGT, quant à elle, appelle les ouvriers à reprendre leur poste de travail dès demain matin afin de préparer l'action, dit-elle.
La direction appelle elle aussi à la reprise du travail en attendant le comité d'entreprise de jeudi prochain. Les ouvriers grévistes ont donc évacué l'usine pour la nuit à l'appel des dirigeants syndicaux qui leur ont demandé de revenir demain. Le ministre de l'Industrie, Laurent Fabius, qui hier soir, à l'heure de vérité sur Antenne 2, plaidait pour la mutation économique et sociale indispensable, disait-il, au redressement de la France. Le ministre donc a reçu cet après-midi une délégation de force ouvrière conduite par André Bergeron. Monsieur Bergeron a souligné à l'issue de cet entretien la nécessité du dialogue social et critiqué avec virulence l'attitude de la CFDT dans l'affaire Talbot. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce sont les 17 000 emplois de Talbot. Or, selon mes informations, on est fondé, être inquiet pour le devenir de l'entreprise. Ça veut dire que tous ceux qui jouent un rôle à l'heure actuelle dans cette situation doivent se conduire en responsables. On ne joue pas avec les 17 000 emplois d'une entreprise de cette sorte. Qui mettez-vous en cause dans cette situation? Je ne mets en cause personne. Je constate qu'on tient responsable de ces troubles, de cette confusion. Écoutez, cette espèce de surenchère des uns par rapport aux autres, le comportement de certains éléments syndicaux encore ce matin, aura finalement des conséquences redoutables. Et je souhaite ardemment que chacun mesure les prolongements possibles de son comportement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas laisser entrevoir aux uns ou aux autres des perspectives qui ne se réaliseront pas. C'est trop lourd de conséquences. En somme, vous mettez en cause un syndicat particulier, disons-le, la CFDT. Je ne me serais pas conduit comme ils se conduisent. Michel Leclerc, le frère ennemi d'Édouard, semble réussir son nouveau pari qui consiste à proposer aux amateurs des voitures neuves vendues moins cher dans ses stations-service que chez les concessionnaires habituels. C'est ce qu'a constaté Geneviève Moll. Les voitures Leclerc, ça démarre sur les chapeaux de roue. Depuis vendredi, le magasin d'exposition du boulevard de Grenelle à Paris ne désemplit pas. Nous avons eu pas mal de personnes intéressées. Pas mal, ça veut dire combien? Au moins 600 à 700 personnes qui sont venues pour prendre des renseignements et qui veulent passer des commandes, mais je n'aurai les tarifs définitifs que jeudi et j'attends jeudi pour passer vraiment les commandes. Les clients, pour la plupart, même s'ils n'ont pas encore la possibilité de partir avec leur nouvelle voiture, ont l'air tout à fait ravis. Je pense à payer aux environs de 20% moins cher. Aux environs, et ça m'intéresse énormément. Je suis allé chez Fiat et bon, j'ai vu que d'après ces prix, ça m'intéresse, mais comme j'ai vu chez Leclerc, ils font un pourcentage plus élevé, moi je préfère venir chez vous que chez Fiat. Oui, et vous ne craignez pas qu'il y ait des problèmes ensuite de service après-vente? Le service après-vente, je vais vous dire un truc, moi j'ai travaillé chez Simca pendant 20 ans. Service après-vente, s'ils veulent pas le faire, je le fais moi-même. Si j'achète ma voiture à Paris, je peux arriver à la faire réparer à Bordeaux ou à Marseille. Alors donc le concessionnaire normal ou habituel autre que Leclerc ne joue pas. Que j'achète ma voiture chez Leclerc ou chez Tartampion, c'est exactement la même chose pour moi. Sauf que je me serais mis une brique ou deux de côté. Pourtant, le service après-vente inexistant de Michel Leclerc est la grande critique des concessionnaires de marque contre son initiative. Si nous devons faire 10% de remise, je pense qu'effectivement, il faudrait modifier complètement nos structures et ne pas apporter plus de services que M. Leclerc en apportera. Or, il y a une certaine déontologie et nous avons quand même, dans un contrat d'exclusivité signé avec un concédant, pris des engagements. Et nous, ces engagements, nous les avons toujours tenus et nous les tiendrons encore. Nous ne sommes pas des rigolos, nous sommes là depuis un certain temps. Michel Leclerc, avec ses 24 voitures entrées en France aujourd'hui par la Belgique, est-il un rigolo? Ou lance-t-il un vrai pavé dans la mare automobile? Manifestation en ce moment à Marseille, devant la gare Saint-Charles, sur les lieux de l'attentat du 31 décembre. Le Front National avait appelé à cette manifestation interdite par les autorités et cependant maintenue. Quelques échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Et vogue le navire, ce serait une manière bien philosophique de considérer l'actualité quotidienne. C'est surtout pour Federico Fellini une façon de revenir, au cinéma bien sûr, sur les thèmes et sur les images qui tout au long de son œuvre le hantent. Et vogue le navire, c'est le titre de son 20e film, coproduit par Antenne 2 et qui sort demain sur les écrans français. Le maître italien s'en est ouvert à France Roche et à Daniel Maillot. Vogue le navire, titre à la fois désabusé et teinté d'une vague espérance, c'est celui du dernier film de Fellini.
C'est l'histoire d'une croisière funèbre au terme de laquelle les cendres d'une prima donna doivent être dispersées dans l'Adriatique à la veille de la guerre 14-18 devant une assemblée appartenant au monde de la musique. Film ponctué d'airs d'opéra assaisonnés de textes ironiquement ronflants. Apologue félinien sur la fin d'un monde qui chante sa disparition sur une mer aux chatoiements eux aussi féliniens. Et puis la cargaison habituelle de grotesques, les séductrices dévorantes, les vieilles agressives, les ganaches, les fous, les hystériques, les ruines vivantes, un grand-duc obèse et un rhinocéros encore plus obèse. Questo film è il mio 20° film, è già uscito in Italia, ha avuto un'accoglienza critica molto positiva e un impatto col pubblico così agli inizi un pochino prudente, diffidente, ma poi il film è riuscito a comunicare e mi sembra che sta andando abbastanza bene, insomma. Però il fatto che adesso esca in Francia mi ripropone le stesse perplessità, angosce forse è un po' esagerato, ma comunque gli stessi timori. Non capisco perché sia necessario corrispondere a questo rituale che vuole che l'autore accompagni il proprio filmetto come il papà con un bambino e lo presenti col massimo della gentilezza, della grazia, cercando di renderlo il più interessabile, il più interessante possibile, imbellettandolo, incipriandolo. Il en a vraiment assez, Fellini, de s'expliquer. Il a peur, c'est vrai. Cette statue vivante du cinéma obligée pour la 20e fois d'affronter le succès ou l'échec comme s'il débutait. Là, les génies de Fellini. Oui, il se moque de sa célébrité, de son français qu'il parle d'ailleurs très bien. Je suis été traumatisé par un professeur français quand je suis un petit enfant qui m'a dit « Fellini, tu jamais parlerais français ». Alors, et il élude les questions qui pourraient attribuer à la fatigue ou à la sagesse, l'absence d'érotisme d'un film d'où les énormes sorcières hypersexuelles dont il avait le secret ont disparu. Ah, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que fait le rhinocéros pendant la nuit. Alors... Son rire est celui d'un homme qui ne craint pas seulement la fin d'une époque, mais celle d'un certain cinéma, un cinéma qui est sa raison de vivre. Revenons maintenant brièvement sur les graves événements de Tunisie avec les toutes premières images des émeutes, des images qui nous proviennent par le biais du journal télévisé tunisien qui vient de se terminer et qui s'est ouvert sur l'annonce du couvre-feu. Tout attroupement de plus de 3 personnes sur la voie et les places publiques est formellement interdit. Article 2 est également interdite la circulation des personnes et des véhicules de 18h à 5h jusqu'à promulgation de dispositions contraires. Voici donc les premières images qui ont été diffusées ce soir par la télévision tunisienne et qui montrent l'ampleur des émeutes qui ont débuté ce matin même dans la capitale tunisienne, après celles qui ont éclaté il y a 48 heures dans le sud tunisien. Voitures renversées, incendiées. Ces émeutes ont éclaté dans la capitale tunisienne ce matin et tout de suite des affrontements très violents ont opposé la police anti-émeute à une partie de la population. Partie des quartiers populaires de Tunis dans la banlieue, les émeutes ont gagné très rapidement le centre de la ville et notamment l'avenue Bourguiba. Plusieurs maisons ont été incendiées.
Ce soir, c'est le couvre-feu à Tunis. Il nous reste tout juste le temps de parler du temps, Brigitte Simonetta. Oui, je dois vous mettre en garde. Il y a d'abord en mer sur toutes les zones des avis de coups de vent et même localement de tempêtes. Sur la carte, sur la terre ferme, c'est guère mieux. Ce n'est guère mieux. Regardez la carte donc pour demain. Après une matinée maussade, quelques éclaircies se développeront de l'Aquitaine à la Bretagne. Le Mistral balayera le ciel du Languedoc-Roussillon à la Provence, mais partout ailleurs. Les nuages resteront abondants, les averses fortes à modérées, de la grêle à peu près partout, risque d'orage donc sur la Corse et de la neige qui touchera non seulement les massifs montagneux mais la plaine, Lyonnais, Bourgogne et Ardennes. Rien de bon non plus du côté des températures. Le thermomètre ne dépassera pas 0,1 degré à l'est, ne montera pas au-delà de 9 degrés au sud et nous donnera une moyenne de 4 degrés seulement. Demain nous serons le mardi 4 janvier, le soleil se lèvera à 8h43, se couchera à 17h07 et même s'ils ne sont pas très nombreux, nous penserons aux odilons. À minuit 15, Claude Sérillon vous présentera notre dernière édition après les dossiers de l'écran et leur invité Yves Montand qui, dans un entretien que publiera demain le journal La Croix, déclare qu'il n'a pas bougé dans sa vie sur les points essentiels. Je suis toujours contre l'intolérance, l'injustice, l'humiliation, d'où qu'elles viennent, déclare dans cet entretien notre acteur-chanteur favori. Autant de thèmes, autant de questions que vous serez sûrement très nombreux à lui poser sur Antenne 2 tout à l'heure, après l'excellent film Le Choix des armes. Voilà, demain 12h45, Antenne de midi, 18h30 C'est la vie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h et tous mes vœux pour cette année qui commence. Très bonne soirée sur Antenne 2.